Ah là là, les morts dans les animés. On est tous d'accord pour dire que c'est l'une des pires choses qui puissent arriver, surtout si on est attaché au personnage. Et surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. Ohayou minaseon et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on reparle des morts les plus traumatisantes dans les animés selon nous. Avant ça, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires les morts qui vous auront le plus touché. Et bien évidemment, vous pouvez aussi liker la vidéo si le format vous plaît. Et avant de démarrer, je vais vous laisser avec Aleka qui va vous parler d'une petite pépite. Yo les soldats, c'est Aleka du bâton d'animation et je vais vous poser une question. Aimez-vous les mangas qui parlent de samouraïs, de drames et forcément de combats titanesques? Si c'est le cas, vous allez être servi avec Gantz E, le nouveau spin-off de la série Gantz. Si le nom Gantz vous est familier, c'est normal, c'est un des classiques du seinen, très populaire au Japon. Mais du coup, de quoi ça parle Gantz Edo? C'est l'histoire de Hanbe, un paysan, qui demande Oharu en mariage. Mais celle-ci lui répond malheureusement qu'elle aime quelqu'un d'autre, et cette autre personne c'est Masakichi. Hanbe est donc forcément curieux de rencontrer Masakichi, qui a volé le cœur de la fille que Hanbe connaissait depuis maintenant plus de 17 ans. Lorsqu'Hanbe rencontre Masakichi, il est fort étonné de découvrir qu'il maîtrise le sabre alors qu'il est qu'un simple paysan. Lors de leur affrontement, une jeune fille se noie, et les deux hommes se jettent à l'eau pour la sauver. Malheureusement, ils en meurent, et ils se retrouvent alors dans une salle Gantz, ce qui est fort étonnant. Fort étonnant oui, car quand on n'a jamais lu Gantz, comme moi, et bien à la lecture on ne sait pas trop ce qui va se passer, et donc on souhaite absolument lire la suite. Gantz Edo est donc édité par Delcourt Tonkam, c'est déjà disponible en librairie depuis le 1er septembre de cette année, ce qui va peut-être vous remonter le moral après une rentrée qui n'a pas forcément été cool pour tout le monde. Sachez que vous pouvez lire le premier chapitre gratuitement en ligne via le lien qui est dans la description, ou alors en allant directement sur le site de Delcourt Tonkam. Un gros merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Sur ce, revenons-en au sujet principal, les morts marquantes dans les animés. S'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer dans Sword Art Online, c'est tout simplement son évolution vraiment marquable, autant dans l'animation et le visuel que pour son histoire qui, elle, a bien changé, ou encore la façon de nous présenter les personnages depuis cette transformation. Notre protagoniste Kirito va entrer dans un nouveau jeu, là où il va faire la connaissance de Eugeo, un personnage somme toute assez basique dans l'ensemble, mais auquel on va vite s'attacher. Une petite amitié va alors se créer entre nos deux personnages, jusqu'à ce qu'ils finissent complètement inséparables, comme des meilleurs amis au final. Et ce sera donc malheureusement lors du combat final contre Administrator que Eugeo se sacrifiera pour la victoire de tous. Après un combat acharné, Eugeo se retrouvera au sol, coupé en deux, face à ses souvenirs qui l'accompagneront vers le repos éternel. Malgré les nombreuses personnes qui n'aiment pas Eugeo, je vais pas vous mentir que cette scène m'a vraiment touché. Je ne pensais pas qu'Asao réussirait à créer une ambiance aussi pesante très facilement. Même si vous ne l'aimiez pas, il va falloir être honnête et dire que cette scène nous aura marqué. La musique, l'ambiance, les sons, les souvenirs qui arrivent et le fait que Eugeo parte comme ça, c'est vraiment touchant. Et je pense, du moins pour moi, que ça a marché car je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'un personnage principal, devenu principal, meurt comme ça. Pour moi, ça me paraissait complètement impossible. Et c'est du coup cette décision qui nous aura permis, du moins qui m'aura permis d'être vraiment touché. Et ça aura d'ailleurs aussi permis au scénario et au personnage de bien évoluer. Mais néanmoins, si je pouvais le faire revenir, je le ferais. Vegeta, c'est le rival par excellence du shonen Neketsu. Orgueilleux et jaloux, il a marqué toute une génération. Cette mort est mythique pour tous les fans d'anime. Boo, le dernier méchant de Dragon Ball Z, s'éveille sur Terre et pour de nombreuses raisons, Vegeta est l'ultime rempart temporaire de la planète Terre. Comprenant la situation, Vegeta fait ses adieux à tous ses proches dans une tirade absolument magique qui me donne encore des frissons rien qu'à l'écoute en VF à l'heure d'aujourd'hui. Il décide donc de se faire exploser pour vaincre Boo. Évidemment, il sait qu'il ne finira pas au paradis, il sait qu'il ne reverra pas ses proches, il sait qu'il ira en enfer. Le prince Saiyan n'avait donc pas d'autre solution pour sauver la Terre et il savait ce que ça allait lui en coûter. Une technique suicide qui lui aura coûté du coup la vie, c'est logique, mais finalement, elle est en vain face à son ennemi, mais pas en vain envers le spectateur qui découvre que finalement Vegeta a vraiment évolué durant toute l'intrigue. Vegeta, qui possédait un cœur de pierre auparavant, nous montre que grâce à Goku et son entourage, il a pu apaiser son cœur et devenir un homme bien. Une belle leçon de vie qui nous apprend que même la pire des ordures veut le bien de son fils, Trunks, malgré son manque d'honnêteté envers soi-même. Cette mort est absolument marquante pour de nombreux fans d'anime, car c'est l'une des premières qu'on voit à l'écran. Personnellement, je devais avoir 8-9 ans, et quand je l'ai vu, j'ai su que ça allait me marquer toute ma vie. Un peu comme pour la mort de Koro Sensei, le décès de Kaori nous est plus ou moins annoncé depuis la moitié d'anime. On sait qu'il va arriver, on sait qu'elle souffre d'une maladie quasiment incurable et on se doute très bien que l'opération finale va échouer. Du coup, c'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mais nous aussi les spectateurs, on la ressent cette épée de Damoclès. On sait qu'on va y passer, on sait qu'on va pleurer.
mais laissez-moi vous raconter comment se déroule ce décès qui est absolument incroyable. Kosei, le personnage principal, réalise son tout dernier concert de l'anime. Il est magistral, mais s'il l'est autant, c'est parce qu'il sait très bien que Kaori est en train de se faire opérer pour tenter de survivre. Pendant son concert, qui est absolument incroyable, il se rend compte qu'elle décède, et ce qui est absolument marquant, c'est la réalisation de ce concert. Kosei va réussir à se connecter spirituellement à Kaori et créer une musique absolument incroyable qui procure des émotions titanesques. Déjà, la scène est animée de manière absolument magique. L'ambiance est spéciale et on retrouve ça dans aucun autre animé. Aucune parole n'est dite, que de la musique, et c'est une expérience vraiment magique. On ressent la tristesse à l'écran, on la vit, on est tétanisé par la mort de Kaori. Si cette mort est aussi marquante, c'est d'une part car elle est ultra triste, car elle est réalisée d'une manière absolument jamais vue. Kosei est sur scène, il doit continuer à jouer, il sait que sa copine est en train de mourir, ou du moins la fille qu'il aime, il joue avec elle, mais finalement ce n'est rien, ce n'est qu'illusion. Kaori est morte. C'est magique, franchement je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est une scène spectaculaire qui me donne limite envie de re-regarder l'anime une nouvelle fois, après avoir fait cette vidéo. Bon, il fallait bien parler de ce personnage tout de même. Personne ne s'y attendait et je trouve la mort de Sacha beaucoup plus surprenante que celle de Yu-Gi-Oh! De par le fait que visuellement on était un level au-dessus et même au niveau du scénario il y avait un ton beaucoup plus grave, beaucoup plus prenant. Après avoir fini leur assaut à Revelio et après avoir récupéré Eren, le bataillon de l'exploration s'en va dans leur dirigeable et commence déjà à crier victoire avec un sourire bien prononcé. Remarque, c'est complètement normal au final puisqu'ils viennent de remporter une petite guerre. Seulement, ils n'avaient pas remarqué que Gabi, une enfant de Mar, était déterminée à tous les tuer. C'est donc en réussissant à monter sur leur dirigeable et en s'infiltrant dedans que Gabi, d'une froideur sans nom, tirera une balle qui finira dans le ventre de Sacha. À cet instant, tout le monde fut choqué et ne comprenait pas ce qui se passait. Ils se jetèrent sur Gabi en la frappant, mais personne ne réalisa que Sacha allait mourir, laissant l'espoir sur le fait qu'on puisse la soigner et que tout ira bien juste après. Mais malheureusement, Shingeki no Kyojin est beaucoup plus sévère que ça. La balle fut mortelle, laissant Sacha se vider de son sang devant tous ses amis qui pleuraient à chaudes larmes se rappelant quelques souvenirs. Et du coup, c'est ainsi qu'elle prononça ces derniers mots qui furent C'est l'une des morts qui, je pense, peut toucher le plus de générations différentes, à tel point qu'elle paraît universelle car elle résulte ici de la mort d'un professeur. Un professeur que l'on aime, un professeur qui est aimé par sa classe et qui aime ses élèves. Vous le savez, Koro-sensei, c'est ce poulpe jaune qui est à la fois l'ennemi numéro 1 de la planète, mais en même temps le meilleur des professeurs qui existent au monde. C'est un peu le Onizuka moderne. L'intrigue de l'œuvre se base évidemment sur le fait que Koro-sensei doit mourir, car sinon la planète va exploser. Le scénario a été clair, il doit mourir, mais on est dans le déni jusqu'au dernier épisode. Mais bon, ça y est, on arrive au dernier épisode, et après un dur combat contre un monstre de puissance, c'est fatigué que notre professeur préféré se retrouve attaché au sol par ses élèves dans une scène plus bouleversante que le mot bouleversant. On a compris, c'est inévitable, Koro-sensei va mourir ici et maintenant. Finalement, c'est Nagisa, l'élève qui a le mieux suivi les conseils de son maître en termes d'assassinat et même d'apprentissage de cours normaux, qui va mettre un terme au jour de son professeur. Nagisa poignarde donc en plein cœur Koro-sensei et ce dernier s'envole en poussière d'étoiles vers le ciel. Il s'envole évidemment le sourire aux lèvres. Cette mort est vraiment marquante, je le sais pertinemment car c'est très souvent qu'on parle de cette mort comme incroyable, comme la meilleure des morts, la mieux écrite, etc. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est sûr qu'elle a marqué beaucoup de jeunes de notre âge, de notre génération, et que oui, la mort de Koro-sensei est indétrônable, elle est géniale, et ce serait mentir de dire qu'elle n'est pas marquante. Dans son tout dernier souffle, j'ai cru l'entendre dire « Bon courage pour le lycée ». Comme pour le top 10 des morts marquantes dans les animés que j'avais fait il y a maintenant 4 ans, j'ai longuement hésité entre mettre la mort du Vogue Mary ou la mort de Ace et Barbe Blanche à Marineford. Finalement, vous le voyez, j'ai opté pour la mort de Ace et Barbe Blanche. Je vais pas vous faire un synopsis, Luffy vient sauver Ace à Marineford. Au moment où ils arrivent à s'enfuir, Akainu arrive, veut tuer Luffy, mais finalement, c'est Ace qui en meurt. C'est le magma qui l'emporte évidemment. S'ensuit alors une déconnexion totale du cerveau de Luffy et une remise en question du personnage pendant 2 ans et en fait un chamboulement de l'œuvre totale. Mais ça c'est également lié au fait que Barbe Blanche meurt aussi à cause de Barbe Noire. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, se fait tirailler, tirer dessus, démolir en restant vaillant debout et meurt malheureusement d'usure, de fatigue. Et il faut rajouter à ça que juste avant, il s'était fait trahir par un de ses soldats
ou du moins par un de ses fils. Ces deux morts fusionnés créent une nouvelle ère de One Piece, et forcément, les spectateurs de l'anime sont absolument marqués par ce passage. Un nouveau chapitre de l'histoire est créé, et Luffy a grandi, aussi bien mentalement que physiquement. Et maintenant, de nombreux fans n'attendent qu'une seule chose, la mort de Barbe Noire, et la personne qui a causé le décès de Ace en l'emmenant à Impel Down, et qui a évidemment volé et tué Barbe Blanche. Et puis il faut rajouter à ça deux choses, qui font que ces deux morts sont absolument marquantes. Tout d'abord, Ace était l'un des personnages les plus appréciés des fans, donc savoir qu'il meurt, forcément ça marque les spectateurs comme jamais. Et la deuxième chose, c'est que quand Barbe Blanche meurt, il affirme haut et fort que le One Piece existe. Et donc clairement là, les spectateurs attendent qu'une chose, après toutes les révélations de Marineford, découvrir comment le One Piece a pu rester caché aussi longtemps, où se trouve-t-il, et quand est-ce qu'on va le découvrir. Bref, ces deux morts sont absolument symboliques pour One Piece, pour le monde de l'animation japonaise, et ne pas les mettre dans la vidéo aurait été clairement problématique. Alors là, malheureusement, je ne veux rien savoir. La mort de Rengoku est l'une des meilleures et le restera pendant un long moment. Après un combat acharné contre Enmu dans le train et ayant sauvé tout le monde sans laisser une seule personne mourir, Rengoku devra affronter Akaza, l'une des lunes supérieures qui est arrivée. Un combat entre nos deux personnages commence alors et il est plus qu'acharné. Se prenant des coups et des blessures, Rengoku ne flanchira pas, même en sachant qu'Akaza ne peut pas être blessé puisqu'il se régénère quasiment instantanément. C'est donc en s'épuisant petit à petit, mais en donnant toujours des attaques monstrueuses, que Rengoku tranchera à moitié la tête de son adversaire. Ce sera donc maintenant que tout va se jouer. Le soleil se lève, signe de mort imminente pour Akaza. Tanjiro et Inosuke soulèvent également malgré les blessures qu'ils ont et courent vers Rengoku pour l'aider. Seulement voilà, le démon s'échappe et laisse notre héros avec un trou béant au ventre puisqu'il l'avait transpercé plutôt avec son bras. Nous retrouverons donc Rengoku à terre, fatigué, épuisé, nous donnant un discours magique avec une musique sublime en fond pour nous faire comprendre que sa fin est proche, mais également pour dire à nos protagonistes que la mort fait partie de la vie et qu'il ne faut pas le pleurer mais se réjouir puisqu'il pourra maintenant se reposer. Malheureusement ça n'aura pas eu grand effet puisque nos amis se retrouveront à pleurer à chaudes larmes à côté du cadavre de Rengoku. Cette scène m'a vraiment marqué, elle était parfaite et très bien écrite. Je me dis que beaucoup d'entre vous ont aussi été marqués par ça et le resteront un long moment au vu de la puissance qu'elle dégage et de l'émotion qu'elle fait ressortir. Et voilà les soldats, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez kiffé à la liker tout simplement et à la partager tout en me donnant vos morts les plus tristes dans les commentaires. Sur ce, c'est un plaisir de pouvoir enfin retourner des vidéos pour vous et sachez qu'Aleka et moi nous vous préparons du lourd. Alors restez bien là et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était On et Jana.